Chapitre 7. Le jeteur de pierres. Tout de suite après le petit déjeuner, un garçon de ferme, un gros costaud, martela la porte de ses poings comme si sa vie en dépendait. « Qu'est-ce qui te prend, espèce de lourdeau ?» gronda l'épouvanteur en ouvrant grand le battant. « Tu as décidé de défoncer la porte ?» Le visage du garçon vira au rouge pivoine. « Oh, on vous demande au village !» souffla-t-il en désignant la direction d'Abington. « Un charpentier m'a indiqué le chemin, il m'a dit de frapper fort. »« Frapper à une porte, ce n'est pas abattre un arbre, comme veut-on ?»« C'est mon père qui m'envoie, il a une sale histoire, un homme est mort. »« Qui est ton père ?»« Henri Ludoc, nous vivons à la ferme de la Pierre, près de la faille d'Orchaud. »« Je connais ton père, j'ai travaillé pour lui, serais-tu William par hasard ?»« C'est ça. » Eh bien, William, la dernière fois que je me suis venu à la ferme de la Pierre, tu n'étais qu'un nourrisson. Tu parais dans tous tes états. Entre, respire un bon coup, reprends ton calme et raconte-moi les choses en commençant par le commencement. Chaque détail compte, alors ne laisse rien de côté. Tandis que nous traversions la cuisine pour rejoindre le salon, je ne vis pas trace de Meg. Quand elle ne cuisinait pas, elle était habituellement assise sur son rocking chair, se chauffant à la cheminée. Je me demandais si elle se tenait à l'écart parce que nous avions un visiteur, comme elle aurait dû le faire le jour où Shanks nous avait livré nos provisions. Une fois installé au salon, William entama le récit des événements inquiétants qui avaient troublé ses parents et ne faisaient qu'empirer. Il semblait qu'un gobelin, probablement celui que nous avions entendu passer si bruyamment quelques nuits auparavant, avait élu domicile à la ferme de la Pierre. Il avait fait du tapage nocturne remuant les casseroles dans la cuisine, cognant contre la porte et flanquant les coups de pied contre les murs. Dans les murs. Ces indices me suffisaient pour identifier, d'après les notes que j'avais prises, au chapitre des gobelins. C'était un frappeur, et j'avais déjà deviné la suite de l'histoire. Le matin suivant, le gobelin avait commencé à jeter des pierres. Ce furent d'abord des gravillons, qui tintaient contre les carreaux, roulaient sur le toit, et dégringolaient par le conduit de cheminée. Puis, des pierres de plus en plus grosses. L'épouvanteur m'avait appris que les frappeurs se transformaient parfois en lance-cailloux. C'étaient des gobelins irascibles, très difficiles à maîtriser. La victime de celui-ci était un berger employé par Henri Ludoc. On avait retrouvé son corps au bas d'une pente sur la lande. Et il a eu le crâne défoncé, par une pierre grosse 2 fois comme sa tête, raconta William. « Vous êtes sûr que c'était pas un accident ?» demanda l'épouvanteur. « Il a pu glisser, faire une chute et s'assommer. » « Ah, tout à fait sûr, elle gisait sur le dos et la pierre était sur lui. Puis alors qu'on a ramené le corps, notre projectiles sont tombés autour de nous. C'était terrible, j'ai cru que j'allais mourir. Aidez-nous, s'il vous plaît, mon père est fou d'inquiétude, impossible de travailler. Dès qu'on sort de la maison, on est en danger. » « Rentre chez toi et dis à ton père que je vais venir. En attendant, bornez-vous à traire les vaches et vous occupez de l'essentiel. Les moutons sont capables de se débrouiller seuls, du moins tant qu'il ne neige pas. Aussi, restez à distance des pâturages. » Après le départ de William, mon maître se tourna vers moi, la mine sombre. « Eh, coucou, Coffee !»« Coffee. » Me le rappeler ultérieurement. Si tu vois ce que je te montre là, regarde, c'est ça. Tu vas dans Aide, fichiers journaux, mettre en ligne fichier journal actuel, et copier l'adresse, voilà, analyser, ça t'ouvre une page internet, et voilà. Tu vois? Et ça, tu peux faire pareil avec les log erreurs, éventuellement. Bon, faut remercier Claire, c'est lui qui m'a appris ça. Et Claire qui est chez Faror aussi, et du coup voilà. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Donc quand t'as un crash, alors il est possible, moi c'est ce que ça m'a fait. En fait, ça m'a sur le critical, ça m'a marqué crash. Et en fait, quand t'as crash, t'as juste marqué crash. T'as pas d'informations supplémentaires quelquefois, mais t'as quand même pas mal de trucs qui peuvent engager des éléments qui vont pas bien, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est extrêmement pratique du coup. Hop. Et je reviens sur cet écran-là. Voilà.
l'impression qu'il y avait un téléphone qui sonnait, ça me perturbe. Bref. Allez, hop, on reprend. C'est une rude tâche, petit. Les lance-cailloux causent des dégâts, mais il est rare qu'il tue. Celui-ci est une canaille. Il pourrait bien recommencer. J'ai eu affaire à l'un d'eux une fois, et j'ai gagné une bonne migraine. Le travail est aussi périlleux qu'avec un éventreur. Certains épouvanteurs y ont laissé la vie. Je m'étais mesuré un éventreur à l'automne. John Gregory étant malade, j'avais dû me contenter de l'aide de 2 terrassiers. La tâche s'était révélée pénible. Celle qui nous attendait promettait de l'être tout autant. Où s'abriter lorsque des pierres pleuvent du ciel? Il faut bien que quelqu'un le fasse, déclarai-je, affichant un air crâne. L'épouvanteur approuva de la tête. En effet, mon garçon, au travail. Sur ce, mon maître m'entraîna au salon et me pria de sortir du placard le flacon portant l'étiquette tisane. Préparez notre tisane pour Meg, m'ordonna-t-il. Et triple la dose, nous ne serons sans doute pas de retour avant une semaine. J'obéis, versant au moins 2 pouces de la potion brunâtre, j'allais mettre la bouilloire sur le feu, puis je remplis la tasse d'eau chaude à ras-bord. Bah, Meg, dit l'épouvanteur, quand je tendis à la sorcière le breuvage fumant. Le froid est de plus en plus vif, tes articulations risquent d'en souffrir. Meg acquiesça en souriant. 10 minutes plus tard, elle dodelinait la tête. Mon maître me tendit la clé de la grille et me demanda d'ouvrir la marche. Soulevant Meg comme un bébé, il me suivit dans l'escalier de la cave. Je déverrouillai la serrure, descendis jusqu'au palier aux 3 portes et m'arrêtai devant celle du milieu. L'épouvanteur pénétra dans l'obscurité, Meg dans ses bras. Comme il l'avait laissé le battant ouvert, j'entendis chacun des mots qu'il lui murmura. « Dors bien, mon amour. »« Dors bien, mon amour. Rêve de notre jardin. » Bien sûr, je n'aurais pas dû les entendre. Je me sentis quelque peu embarrassé. Et de quel jardin parlait mon maître? De Landschippenden? Si c'était le cas, j'espère qu'il s'agissait du jardin ouest, d'où on avait cette belle vue sur les collines. Quant aux 2 autres, avec leurs fosses contenant des gobelins et des sorcières, mieux valait ne pas y penser. Meg ne répondit rien, mais elle dut se réveiller quand l'épouvanteur sortit et verrouilla la serrure, car elle se mit à pleurer comme un enfant qui a peur du noir. L'épouvanteur se figea et nous attendîmes un long moment devant la porte que les pleurs s'apaisent. J'entendis bientôt une sorte de sifflement, comme lorsqu'on expire entre ses dents. Tout va bien, dis-je à voix basse. Elle s'est rendormie, elle ronfle. Mon maître m'adressa un regard navré. Elle ne ronfle pas, elle chante. Pour moi, ces cris évoquaient clairement des ronflements. J'en déduisis que mon maître ne supportait pas la moindre critique à propos de sa bien-aimée. Nous remontâmes, refermant la grille derrière nous, et préparâmes nos bagages. Nous marchâmes vers l'est, grimpant le long de la faille. Le passage s'étrangla au point que nous pataugions presque dans le ruisseau. Il ne restait plus au-dessus de nos têtes qu'une mince ligne de ciel. Puis je découvris avec étonnement des marches creusées dans le roc. C'était des degrés raides, étroits, que des plaques de glace rendaient dangereusement glissants. Je portais le lourd sac de l'épouvanteur. Si je dérapais, je n'avais plus qu'une main libre pour me rattraper. Suivant mon maître, je tâchais d'arriver au sommet en un seul morceau. L'effort en valait la peine. Nous émergeâmes à découvert, dominant le paysage. Le vent qui soufflait en rafale semblait vouloir nous balayer, et les gros nuages menaçants roulaient si près de nos têtes qu'on aurait pu les toucher. La lampe d'Anglezark présentait des accidents de terrain, des vallons et des collines, dont certaines avaient de curieux reliefs. J'en aperçus une, sorte de monticule trop uniformément arrondi pour être naturelle. En passant à côté, je reconnus soudain le tumulus sur lequel s'était tenu le fils de Hearst. « C'est là qu'était Morgane !» m'écriai-je. « Ça ne m'étonne pas, petit, il a toujours été fasciné par ce tumulus. On l'appelle le quignon de pain à cause de sa forme. » m'expliqua mon maître en s'appuyant sur son bâton. « Il a été élevé il y a des siècles par les premiers hommes venus de l'Ouest. Ils avaient accosté à Isham pour s'installer dans le comté. » À quoi sert-il ? Oh, les gens font des hypothèses, plus ou moins stupides. La plupart pensent que c'est la tombe où repose un ancien roi, avec toutes ses richesses et ses pièces d'armure. Des pilleurs ont creusé des puits profonds, sans rien trouver qui récompenserait leur dure besogne. Sais-tu ce que signifie Anglezark, petit ? Je fis signe que non.
frissonnant de froid. Cela veut dire temple païen. La lande entière était un vaste lieu de culte à ciel ouvert où la population célébrait les anciens dieux. Comme ta mère te l'a expliqué, le plus puissant d'entre eux s'appelait Golgoth, le seigneur de l'hiver. Ce tumulus était autrefois l'autel qui lui était consacré. À l'origine, Golgoth était un esprit de la nature lié aux éléments et qui régnait sur le froid. D'avoir été révéré si longtemps avec tant de ferveur l'a rendu exigeant. Il n'a plus qu'un désir, étendre son pouvoir bien au-delà de la saison qui lui était attribuée. Certains croient même que l'on doit le dernier âge de glace. Certains croient même qu'on lui doit le dernier âge de glace. Comment savoir? En tout cas, au solstice d'hiver, craignant que le froid s'éternise ou que le printemps ne revienne jamais, on lui offrait des sacrifices pour l'apaiser. Des sacrifices sanglants, car les gens ont l'esprit borné. Ils immolaient des animaux? Non, des humains, gorgés de leur sang, Golgoth repu, tombés dans un profond sommeil, laissant revenir le printemps. Creuse n'importe où sur un mille autour du tumulus et tu trouveras les ossements des victimes. La fascination de Morgane pour cet endroit m'inquiète, et j'ai toujours intéressé au culte de Golgoth. Beaucoup trop à mon goût. Si un mage tel que lui réussissait à user du pouvoir du seigneur de l'hiver, le comté serait submergé par les forces de l'obscur. Pardon. Il y a Chaotic Uni qui arrive. Attends. Je suis pas au bon endroit, je pense. Et je l'ai vu, je l'entends pas, mais je l'ai vu. Et du coup, le livre s'auto-spoil quand même. Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme Colombo. Je me dis que c'est peut-être qu'on appelle ça. Tu vois, en fait, l'important n'est pas de savoir qui va être le boss, c'est de savoir comment ils vont le vaincre. Et Colombo, il me semble que c'est le genre d'émission policière où tu sais directement au début qui est le méchant. En fait. Et le but du jeu, c'est de savoir comment Colombo va régler la situation. Tadadun. Et merci, Catholise. Alors, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. T'étais là, Yeni. Merci beaucoup. Tu remets Jean le Poplov. Le Poplov. Jean le Poplov, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Et donc, coucou Chaotic Uni, comment ça s'est passé, ce stream? Ah, mon Observation Duty 6. Je t'ai vu, tu passais d'une caméra à une autre. C'est un jeu d'horreur, non? Enfin, j'ai pas trop compris parce qu'à chaque fois que je t'ai regardé jouer, je te voyais sur une situation où il se passait rien. C'est-à-dire, il y avait juste, tu regardais la caméra, il se passait rien à l'écran. Je me suis dit, c'est un truc comme Five Nights at Freddy's. Comment tu vas? Merci encore. Et donc, coucou Catholise et merci beaucoup pour le resub aussi. Alors attends, Kofi, je dis bonjour, coucou Goldarius, coucou Guillaume, coucou Matt Brie du coup, Matt Brie, je sais pas comment on prononce. Coucou et merci pour ton 25e mois Catholise. Coucou le Paplov, coucou Yuni, coucou Akyu, coucou Chaotic Yuni. Et j'espère Yuni que ça s'est bien passé ton stream sur Tezo. Et du coup, vous avez Kofi et Pépipin qui lancent leur stream. Donc, je rappelle, Kofi qui va continuer Starfield et il a totalement raison de le continuer, n'est-ce pas? Et vous avez aussi Pépipin qui est en train de lancer. Donc, Kofi qui fait énormément de jeux vidéo. Hein. À la base, il est musicien. Professeur de musique, surtout. De chant, de guitare, de basse. Et il est passé en 100% stream il n'y a pas si longtemps. Donc là, il part sur du Starfield. Et Pépipin, comme je le disais, qui là partira sur, est de retour. Samedi, le retour, mes aventures de santé à vous raconter. Ah, elle a eu des soucis, peut-être. J'ai pas tout suivi dernièrement. Bonne journée, Yue. Prends soin de toi. À la prochaine. Des bisous. Il y a eu cheveux sur la table. Comment ça, cheveux sur la table? Naena, je sais pas comment on prononce. Ah, il y a eu un cheveu sur la table. Ouais, mais j'en perds tellement. Il casse et tout.
Donc, pour l'explication rapide, on est en train de lire Le secret de l'épouvanteur, le tome 3, et l'objectif est de m'entraîner à la lecture parce que, à la base, je suis épileptique à la lecture, c'est-à-dire que je prends le risque de faire une crise d'épilepsie, pas besoin de s'inquiéter, j'ai des limites à ne pas dépasser, je les connais. Du coup, voilà, le but du jeu, c'est d'essayer de petit à petit repousser ces limites sans jamais trop les approcher. Voilà. Donc là, ça va, si on regarde bien, je ne tremble pas, ou très peu. Et du coup, ça se passe plutôt bien. On est en train de lire le 3e chapitre pour aujourd'hui. Et voilà. Et oui. En fait, ça reste de l'épilepsie photosensible. C'est-à-dire que tu passes d'un mot sombre à un espace blanc, mot sombre, espace blanc, mot sombre, espace blanc. Donc ça fait des flashs lumineux quand tu lis quand même. Voilà. Alors après, rassurez-vous, je n'ai pas fait de crise d'épilepsie en lisant depuis mon adolescence, puisque je sais à peu près quand m'arrêter. Voilà. Et Le lecteur de l'extrême. exactement. Donc nous sommes sur le chapitre combien? Je sais plus. Le chapitre 7, le jeteur de pierre. Tome 3. Ça reste de l'épilepsie photosensible. Sur les caméras. D'accord, c'est un peu comme les comparaisons avec quand t'as deux illustrations et il faut que tu te souviennes de la différence, trouver les 7 différences en gros. Un stroboscope, tintintin. T'imagines comment se mettre en mauvaise santé? Donc, on en était à la page 115. Pensez-vous que Golgoth est toujours quelque part sur la lande? Oui, on dit qu'il s'est endormi dans les profondeurs du sol. Vois-tu, petit, les anciens dieux gagnent en puissance lorsqu'ils sont adorés par les fous. La domination de Golgoth a décru quand son culte a cessé. Et il est tombé dans un profond sommeil, un sommeil dont il ne vaudrait mieux pas le tirer. Pourquoi ce peuple a-t-il mis un terme à ces célébrations s'il craignait que l'hiver ne finisse jamais? On ne peut que faire des suppositions. Mais peut-être une tribu plus forte est-elle venue s'installer ici, apportant le culte à notre nouveau dieu. Peut-être une famille a-t-elle sévi, obligeant les habitants à chercher ailleurs des terres plus fertiles. La cause s'est perdue dans les brumes du passé. Toujours est-il que Golgoth s'est endormi, et je ne veux pas qu'il se réveille. Aussi, tiens-toi à distance de cet endroit, que je te le conseille. Nous tâcherons également d'en éloigner Morgane. À présent, en route. Le jour baisse, ne tardons pas davantage. Sur ces mots, l'épouvanteur se remit en marche. 1 heure plus tard, juste avant la nuit, nous arrivions sur les terres de la ferme de la Pierre. William, le fils du fermier, nous attendait à l'entrée de l'allée, et nous grimpâmes jusqu'au domaine dans les dernières lueurs du jour. Avant de visiter la maison, mon maître insista pour qu'on le conduise à l'endroit où le corps du berger avait été retrouvé. D'accord. Je connaissais pas du tout. Un sentier partant de la cour arrière menait à la lande, que le ciel assombri rendait particulièrement menaçante. Le vent était tombé, et les nuages paresseux semblaient chargés de neige. 200 pas nous suffirent pour atteindre une ravine étroite, pleine de pierres et de boue, creusée par un torrent. Il n'y avait pas grand-chose à voir là, malgré ça, je me sentais guère à mon aise, et William non plus, à en juger par son regard traqué. Il tournait la tête à tout bout de champ, comme s'il craignait que quelque monstre ne surgît derrière son dos. Cela m'aurait fait sourire s'il n'avait pas été moi-même aussi tendu. « C'est ici ?» demanda l'épouvanteur lorsque William s'arrêta dans un carré de terre où les touffes d'herbe avaient été aplaties. Le garçon acquiesça d'un hochement de tête, désignant un morceau de rocher gris, il ajouta « Oh, nous avons dû mettre à 2 pour soulever ça. » Le bloc était énorme. Je le fixais, effrayé à l'idée qu'un autre... Le bloc était énorme. Je le fixais, effrayé à l'idée qu'un autre, semblable, puisse s'abattre sur nous. Je réalisais soudain à quel point un lance-caillou pouvait être dangereux. Bonne nuit, Catholise. Repose-toi bien, fais de doux rêves et merci encore. Bon lurk. Des bisous. Lonesome lurker, lonesome lurker, Par contre, du coup, attends. Je vais me retrouver qu'avec des gens qui sont sur Starfield, non? Non, là, c'est bon, avec quelqu'un sur... Ok, ça passe. C'est bon. C'est ok.
Brusquement, des pierres se mirent à tomber. La première n'était pas très grosse, je l'entendis à peine rebondir dans l'herbe à cause des gargouillis du torrent. Je levai les yeux juste à temps pour en éviter une deuxième, d'une taille nettement supérieure. Elle me manqua de justesse, puis ce fut une pluie de projectiles, certains assez volumineux pour provoquer de sérieuses blessures. De son bâton, l'épouvanteur nous fit signe de retourner à la ferme, et il s'élança sur la pente. Je le suivis de mon mieux, dérapant dans la boue, encombré du sac qui me paraissait plus lourd à chaque pas. Nous n'arrêtâmes de courir hors d'haleine qu'en arrivant dans la cour. Les chutes de pierre avaient cessé, l'une d'elles, cependant, avait atteint M. Grégory au front. Du sang coulait de la coupure, rien de grave, mais de le voir ainsi blessé m'affligeait. Le lance-caillou avait tué un homme, et mon maître, qui n'était plus de la prime jeunesse, allait devoir l'affronter. Il va avoir grand besoin de son apprenti demain. Songea-je. C'est pas facile à lire du premier coup. Je savais déjà que la journée serait éprouvante. Dès son retour à la ferme, Henri Ludoc nous souhaita chaleureusement la bienvenue. Nous fûmes bientôt assis dans la cuisine, devant un bon feu de bûche. Le fermier était un gros homme jovial, au visage rougeau, qui ne s'était pas laissé abattre par les attaques du gobelin. Bien qu'attristé par la mort de son berger, il nous reçut avec considération et, en hôte parfait, nous proposa à souper. L'épouvanteur déclina l'offre poliment. « Merci, Henri, c'est très aimable à vous, mais nous devons jeûner pour être en pleine possession de nos moyens. Vous-même, néanmoins, vous pouvez manger ce que vous voulez. » À mon grand dépit, c'est ce que fit la famille Ludoc. Chacun se mit à table pour dévorer un beau rôti de veau. L'épouvanteur ne nous accorda à tous les deux qu'un misérable morceau de fromage jaune accompagné d'un verre d'eau. Je grignotais donc mon fromage, assis dans un coin, tout en pensant à Alice. Sans cette histoire de gobelin, l'épouvanteur se serait occupé de Morgane, et mon ami aurait vu sa situation s'améliorer. Maintenant qu'il avait un lance-caillou à combattre, il ne pourrait régler cette affaire avant longtemps. Il n'y avait pas de chambre libre à la ferme. Aussi mon maître et moi passâmes une nuit fort inconfortable sur le carrelage de la cuisine, roulé dans une couverture près de l'âtre où les braises finissaient de s'éteindre. Nous nous levâmes le lendemain avant l'aube, glacés et courbaturés, et nous dirigeâmes vers le village le plus proche du nom de Belmont. La route descendit la colline, la marche était aisée. Il nous faudrait ensuite faire le chemin en sens inverse et grimper la côte raide jusqu'à la ferme. Belmont n'était pas bien grand, une douzaine de maisons disposées autour d'un carrefour, et la forge où nous rendions. Le forgeron ne parut guère ravi de nous voir, nous le tirions du lit à une heure un peu trop matinale. Comme la plupart des gens du métier, il était massif et musculeux, pas le genre d'homme à qui chercher noise. Pourtant, il jetait à mon maître des coups d'œil inquiets. La présence d'un épouvanteur le troublait. « J'ai besoin d'une hache neuve », dit M. Grégory. Le forgeron montra le mur où de nombreuses têtes de hache... « J'ai besoin d'une hache neuve », dit M. Grégory. Le forgeron montra le mur où de nombreuses têtes de hache étaient accrochées, attendant d'être affinées. L'épouvanteur fit aussitôt son choix et désigna la plus grosse. C'était une énorme pièce de fer à 2 lames. Le forgeron examina rapidement mon maître des pieds à la tête, l'air de juger s'il était assez costaud pour manier un tel engin. J'entends des bruits bizarres. Sans commentaire, il acquiesça d'un grognement et se mit au travail. Je restai près de la forge, regardant l'artisan chauffer au rouge la tête de hache et la battre sur son enclume. Régulièrement, il la trempait dans une bassine d'eau où elle grésillait en dégageant un nuage de vapeur. Il la fixa ensuite à coups de marteau à un long manche de bois, puis affûta ses tranchants sur une pierre à aiguiser dans une nuée d'étincelles. Une heure à peine après notre arrivée, le forgeron tendait l'outil à mon maître. « Il me faut aussi un bouclier !» dit l'épouvanteur, assez large pour nous abriter tous les deux, et assez léger pour que ce garçon puisse se tenir levé à bout de bras. » L'homme lui lança un regard perplexe. Il alla néanmoins fourrager dans sa réserve et revint avec un grand bouclier rond en bois cerclé de métal. Son centre était garni d'une pièce de métal munie d'une pointe de fer. Le forgeron l'ôta et la remplaça par un morceau de bois pour alléger l'ensemble. Puis, il recouvrit l'extérieur du bouclier de fer blanc. En le prenant à 2 mains par les bords, j'étais capable de le brandir au-dessus de ma tête. L'épouvanteur déclara que ça n'irait pas, car je risquais de me couper les doigts et de tout lâcher. L'homme fixa donc 2 poignées de bois à l'intérieur. « Voyons ce que ça donne. »« Voyons ce que ça donne, » dit mon maître. Il me fit manier le bouclier selon diverses inclinaisons. Enfin satisfait, il paya le forgeron et nous partîmes. Oh, le chat qui se plaint.
Nous retournâmes directement à la ravine. L'épouvanteur avait laissé son bâton à la ferme, afin de porter la hache et son sac. Moi, je trimballais l'encombrant bouclier. Nous grimpâmes jusqu'au lieu du drame. Là, mon maître s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. « Il va falloir te montrer courageux, petit. Le gobelin s'est réfugié dans les racines d'un buisson d'aubépine, là-bas. Nous devons couper l'arbuste et le brûler pour le faire sortir de son trou. »« Comment le savez-vous » demandai-je. Est-ce l'habitude des lance-cailloux de vivre dans les racines des arbres ? Oh, ils s'installent là où ça leur chante. Mais les gobelins apprécient particulièrement les racines d'aubépine. Le berger a été tué ici, et je sais qu'il y a un pied d'aubépine un peu plus haut. C'est exactement à cet endroit que j'ai affronté le précédent frappeur, il y a presque 19 ans. Le jeune William n'était encore qu'un bébé, et Morgan était mon apprenti. Ce gobelin-là s'est laissé persuader de déménager sans trop de difficultés, alors que celui auquel nous avons affaire aujourd'hui est une saleté de tueur. Aussi, je doute que les 12 paroles soient suffisantes pour le déloger. Nous remontâmes dans la ravine, l'épouvanteur marchant en tête à grands pas. Nous fûmes bientôt hors d'haleine. La boue se transforma en caillasse, qui roulait sous nos pieds, rendant notre progression difficile. Alors que nous approchions du sommet, mon maître obliqua dans les éboulis jusqu'à atteindre le bord du torrent. Bien qu'étroit et peu profond, il bouillonnait entre les pierres, dévalant la pente avec violence. Nous continuâmes. Les parois étaient à présent si raides de part et d'autre que seule une mince bande de ciel était encore visible. Puis, malgré le tumulte du torrent, j'entendis la première pierre frapper l'eau juste devant nous. J'avais craint ce moment depuis le début. D'autres pierres suivirent, m'obligeant à lever le bouclier au-dessus de nos têtes. L'épouvanteur étant grand, mes muscles devinrent vite douloureux. Même si je tenais le bouclier à bout de bras, mon maître devait avancer courbé, ce qui s'est révélé aussi inconfortable pour lui que pour moi. Enfin, nous aperçûmes l'aubépine, le très vieil arbuste au tronc noir et tordu, dont les racines noueuses évoquaient des pattes griffues, se dressait là d'un air de défi, fier d'avoir résisté aux intempéries depuis une centaine d'années, peut-être davantage. Pour un lance-caillou, un solitaire qui évitait la compagnie des humains, c'était l'endroit idéal où se terrer. La taille des projectiles augmentait régulièrement. À l'instant où nous atteignions l'aubépine, un galet plus gros que mon poing rebondit sur le bouclier avec un bruit assourdissant. « Accroche-toi, petit !» me cria l'épouvanteur. La pluie de pierres cessa soudain. « Là !» fit mon maître en tendant le doigt. Sous les branches basses, blotti dans l'obscurité, je vis le gobelin prendre lentement forme. L'épouvanteur m'avait enseigné que ce type de créature était un esprit sans chair ni os. Occasionnellement, pour terrifier les humains, il se couvrait de choses ou d'autres pour se rendre visible. Celui-ci se servait de ce qu'il y avait à disposition. De la terre et des cailloux s'élevait du sol, telle une nuée tourbillonnante pour modeler peu à peu une silhouette bizarre. Ce n'était pas joli à regarder. La créature avait une tête énorme et 6 bras démesurés, ce qui expliquait la vitesse à laquelle elle jetait des pierres. Son visage était un masque grimaçant de vases, de glaises et de gravillons, avec une fente en guise de bouche et 2 trous noirs à la place des yeux. L'épouvanteur n'hésita pas. Alors qu'une nouvelle pluie de caillasses se déversait sur nous, il marcha droit vers l'arbuste et abattit sa hache. Le vieux bois noueux était dur et il fallut plusieurs coups bien assénés pour tronçonner ses branches basses. J'avais perdu le gobelin de vue, occupé que j'étais à détourner les projectiles. Le bouclier me paraissait plus lourd à chaque minute et l'effort faisait trembler les muscles de mes bras. L'épouvanteur attaqua le tronc avec furie. Je compris pourquoi il avait choisi une hache à double tranchant. Il la balançait d'un côté et de l'autre, décrivant des grands arcs de cercle. Je n'aurais jamais cru qu'il pût avoir autant de force. Il n'était certes plus de la première jeunesse, pourtant, à la façon dont le tranchant de l'outil s'enfonçait dans le bois, il m'a paru que, en dépit de son âge et de sa récente maladie, il était au moins aussi costaud que le forgeron. Il ne coupa pas l'arbre complètement. Il entama le tronc, puis posa la hache et fouilla dans son grand sac de cuir. Je ne distinguais pas très bien ce qu'il faisait, car les pierres pleuvaient plus dru que jamais. En jetant d'un coup d'œil sur le côté, je vis onduler la masse terreuse du gobelin. D'énormes muscles saillaient sur tout son corps, roulant avec une espèce de fureur. Il s'était tant couvert de boue qu'il avait presque doublé de volume. 2 choses se produisirent alors simultanément. Un bloc de rocher gigantesque s'écrasa à notre droite, s'enfonçant de moitié dans le sol. S'il était tombé sur nous, le bouclier n'aurait servi à rien. Nous aurions été aplatis. Au même moment, l'arbuste s'enflamma. J'ignorais comment l'épouvanteur s'y était pris. En tout cas, le résultat était spectaculaire. De hautes flammes illuminèrent la ravine, tandis que les étincelles crépitaient, emportées par le vent. Je cherchais le gobelin des yeux.
Il avait disparu. Les bras tremblants, j'abaissai le bouclier. L'épouvanteur avait déjà ramassé son sac. Il jeta la hache sur son épaule. Sans un mot, sans un regard en arrière, il s'engagea dans la pente. « Suis-moi, petit !» me lança-t-il. « Ne traîne pas !» Reprenant mon fardeau, je lui emboîtai le pas. Moi non plus, je ne me retournai pas. Mon maître ralentit enfin, et je le rattrapai. « Ça y est, Soufflet, j'ai terminé ?»« Ne sois pas stupide !» fit-il en secouant la tête. Ça ne fait que commencer, c'est la première phase. La ferme d'Henri Ludoc est en sécurité, mais ce gobelin va se manifester prochainement en un autre lieu. J'avais cru notre tâche achevée, et le danger écarté. Aussi fus-je fort dépité. Je comptais tellement sur un bon souper. Mes espoirs étaient anéantis, nous allions continuer à jeûner. À notre retour, mon maître apprit à Henri Ludoc que sa femme était libérée du gobelin. Le fermier le remercia, et promit de le payer l'automne suivant, dès les récoltes engrangées. 5 minutes plus tard, nous reprenions le chemin de la maison. Vous êtes sûr que le gobelin va sévir de nouveau Vous êtes sûr que le gobelin va sévir de nouveau insistai-je tandis que nous traversions la lande, le vent nous poussant dans le dos. À vrai dire, le travail est à moitié fait, concéda l'épouvanteur. Toutefois, le pire est à venir. Tel un écureuil amassant de noisettes pour l'hiver, un gobelin se prépare des réserves de pouvoir, là où il vit. Celles qu'il avait ici ont brûlé avec l'arbre. Nous avons remporté la première bataille. Il aura certainement vite récupéré et s'attaquera à quelqu'un d'autre. Et coucou Spirolise. Non, apparemment c'est coucou. Coucou Nettie. Merci. Comment vas-tu? Comment ça, merci? Allons-nous l'enfermer dans une fosse? Non, petit, lorsqu'un lance-caillou devient un tueur, il faut s'en débarrasser pour de bon. D'où va-t-il tirer de nouvelles forces? De la peur, voilà d'où il lui vient son pouvoir. Un lance-caillou se nourrit de la peur qu'il inspire à ceux qu'il tourmente. Une malheureuse famille des environs va bientôt vivre une nuit de terreur. J'ignore où il est allé et sur qui il jettera son dévolu. Je ne peux donc rien empêcher ni mettre en garde qui que ce soit. C'est une des choses qu'il nous faut accepter. Comme d'avoir dû détruire ce vieil arbre, j'aurais préféré ne pas le faire. Hélas, je n'avais pas d'autre solution. Le gobelin va se terrer ailleurs. D'ici un jour ou deux, il se sera trouvé un autre gîte. Alors, on viendra de nouveau requérir notre aide. Qu'est-ce qui a rendu ce gobelin aussi méchant? Pourquoi s'est-il mis à tuer? L'épouvanteur me retourna la question. Pourquoi les gens deviennent-ils des meurtriers? Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là? Je suppose que ce lance-caillou en a eu assez de n'être qu'un simple frappeur et de terroriser ces braves paysans en tapant la nuit contre les murs. Il voulait plus, il voulait toute la colline pour lui seul et s'est mis en tête de chasser Henri Ludoc et sa famille de leur terre. Puisque nous avons détruit son gîte, il va parcourir le lait pour s'en trouver un autre. Je lui fis signe que j'avais compris. Tiens, voilà de quoi te réconforter, dit mon maître en tirant de sa poche le morceau de fromage, et en détachant un petit bout, il me le tendit. Mâche bien, me recommanda-t-il, n'avale pas tout d'un coup. De retour à la maison, nous fîmes remonter Meg de la cave, et la routine des corvées de leçons reprit son cours. Après avec une différence de taille. Comme nous nous attendions à ce que le gobelin recommence ses méfaits, nous continuâmes de jeûner. Ce m'était une torture de voir Meg préparer ses propres repas alors que mon estomac criait famine. Après 3 jours de ce régime, je crus que mes boyaux s'étaient desséchés au creux de mon ventre. Enfin, le 4e jour à midi, on frappa à grands coups à la porte. « Eh bien, petit, me dit l'épouvanteur, va voir ce que c'est. » Je courus ouvrir, à ma grande surprise, je découvris Alice sur le seuil. « C'est le vieux monsieur Hearst qui m'envoie, dit-elle. Un gobelin fait des siennes à la ferme de l'Angle. Alors ? Tu vas me faire entrer? Tu me fais pas entrer?